On l'a vu, le grand Léonard de Vinci a une telle importance qu'il va jusqu'à influencer l'élaboration des sites web. Il est vrai que son œuvre est fascinante, en particulier la Joconde bien sûr. 5 siècles après qu'il ait peint son chef-d'œuvre, une équipe internationale de chercheurs a pu scruter le tableau pour la première fois à l'aide des outils technologiques les plus performants. Grâce à un modèle extrêmement précis, ils peuvent désormais percer certains des mystères du célèbre tableau. Et ce qu'ils y ont découvert est étonnant. Son regard nous fixe. Elle nous suit des yeux depuis 500 ans. La Joconde de Léonard de Vinci est sans doute l'œuvre la plus célèbre du monde. Et pourtant, on sait peu de choses d'elle. À cause d'elle ou grâce à elle que 7 millions de visiteurs viennent au musée du Louvre chaque année. 7 millions de visiteurs, c'est colossal. Dès sa conception, la Joconde est considérée comme une œuvre tout à fait unique. Vasari, le premier biographe de Léonard, a écrit que l'on pouvait sentir le sang battre dans ses veines. Il en parle comme si elle était vivante, comme si Léonard avait réussi à transposer la vie dans une image. Pour lui, c'est qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que les chairs, qu'est-ce que c'est que le sang qui pulse, qu'est-ce que c'est que la naissance. Il a fait un dessin d'embryon qui est un dessin fascinant. Donc ça l'intéresse, la vie, l'origine de la vie, la mort. Lorsqu'il peint la Joconde, Léonard de Vinci a 51 ans. Il maîtrise alors toutes les disciplines, la botanique, la sculpture, la peinture, l'architecture. Il va même jusqu'à disséquer des corps pour connaître les secrets de l'anatomie humaine. Exposée au musée du Louvre depuis 1793, elle traverse les siècles et les guerres, sans qu'on en apprenne beaucoup plus sur elle. Le Louvre a effectué peu d'analyses scientifiques sur le tableau, quelques radiographies seulement. Depuis les années 50, plus rien. Il aura fallu attendre jusqu'en 2004 avant que la Joconde ne retourne au laboratoire. Le musée du Louvre nous a demandé de soumettre la Joconde à une nouvelle batterie de tests pour différentes raisons. Le musée a été inquiet, rendu inquiet par la présence d'une fissure qui donc part du bord supérieur du tableau jusqu'à la chevelure et nous demandait si, selon nous, si la fissure pouvait être évolutive. Et puis, il savait que le tableau allait changer de salle, on allait ouvrir la salle des États, donc on allait déménager le tableau, on allait changer de vitrine, et il a pensé que c'était le temps de faire un bon gros check-up complet pour cette œuvre. Profitant des heures de fermeture du musée, on sort la Joconde de sa vitrine blindée pour la soumettre à un marathon d'analyse. C'est dans le sous-sol du Louvre, et dans le plus grand secret, que le Centre de recherche et de restauration des musées de France effectue l'examen scientifique le plus exhaustif jamais réalisé sur un tableau. 39 chercheurs se relaient au chevet de la patiente. Le défi est de taille. On doit prendre des mesures sans la toucher, ni laisser de traces. Les chercheurs français ont la responsabilité d'explorer la couche picturale. Par exemple, l'analyse par infrarouge rend les pigments transparents. On voit mieux les retouches faites par Léonard, comme ici, au niveau des doigts. La photographie de fluorescence permet de voir les restaurations effectuées au cours des siècles. Ce sont les taches qui apparaissent en bleu et en brun foncé. Les chercheurs de l'université de Nancy et de Florence ont quant à eux étudié les déformations du support de bois, car elles n'ont jamais été mesurées de façon précise. Enfin, c'est aux chercheurs canadiens d'effectuer une numérisation laser à très haute définition et en 3 dimensions du tableau sur toutes ses faces. On était sur place, on était quand même près de la Mona Lisa pendant près de 12 heures et il y a des détails de structure qu'on n'a pas pu voir à l'œil nu, étant donné que l'œil nu a à peu près une résolution de
1/10 de millimètre. Avec le scanner, on voit à peu près 10 fois mieux qu'à l'œil nu. Mais la Joconde ne dévoile pas facilement ses secrets. Et l'exercice est plus difficile que prévu. Avant de travailler sur la Joconde, les chercheurs ont fait des tests sur des tableaux de Renoir. La très haute résolution permettait de voir chaque coup de pinceau. La couche picturale était parsemée de pics et de vallées. À leur grand étonnement, la Joconde n'avait aucun relief apparent. Nous n'avons trouvé aucun coup de pinceau. À notre retour à Ottawa, François et son équipe ont dû développer de nouveaux algorithmes pour décoder l'information. Il fallait une approche différente, car ce tableau ne ressemble à aucun de ceux que nous avons analysés. En voyant ça, j'ai dit « Oups, Leonardo nous cache certains secrets. On va avoir du plaisir à travailler sur cette œuvre-là. » Le bleu dans les thèmes émotionnés, dans les régions... François Blais et son équipe retournent à leurs ordinateurs. Le défi qu'ils doivent relever est aux limites de la physique optique. Pour y arriver, ils vont emprunter des algorithmes qui ont été développés pour le télescope spatial Hubble. Chaque image numérisée est composée de 113 millions de pixels. On peut voir des détails qui ont 1/10 de l'épaisseur d'un cheveu. Et après, on peut appliquer toutes les techniques scientifiques connues sur cette copie virtuelle. Donc, des photographies en lumière rasante, n'importe quel angle, avec une téléobjectif ou une grande focale. On peut aller extraire les couleurs, juste par exemple analyser juste le rouge, ou juste le bleu, ou juste le vert. Et de partir de ça, découvrir des nouveaux aspects sur le tableau. Les chercheurs ont produit un modèle 3D tellement précis que les scientifiques n'ont techniquement plus besoin d'aller au Louvre pour étudier la Joconde. Si on regarde, par exemple, on fait... Leur modèle permet d'explorer le tableau sous toutes ses faces. Par exemple, à l'arrière du tableau, une inscription. Verfailles, c'est-à-dire Versailles en vieux français. Sur les côtés, le tableau a été légèrement scié pour l'ajuster dans un cadre. Là, on s'aperçoit les fameux trous d'insectes sur le bord du tableau, parce que, naturellement, à l'époque, le tableau de peuplier a été... on était très proche de l'écorce, et donc les insectes, on voit toutes les galeries. Sur le pourtour du tableau, des petits renflements de peinture confirment que Léonard a peint la Joconde dans un cadre, et que la taille du tableau n'a pas été modifiée par la suite. En 1956, un jeune homme a tiré une roche sur le verre qui protégeait la Joconde. Le verre a cassé et la roche a touché la couche picturale. Ici, ce qu'on voit, c'est la fameuse restauration après de l'impact. Le modèle 3D, combiné aux autres techniques d'imagerie, donne pour la première fois une mesure précise de la déformation du support de peuplier, qui est à la fois concave et convexe. L'étude des craquelures permet de déterminer avec précision quelles sont les tensions exercées sur le tableau. Quant à la fissure de 12 cm, on sait maintenant qu'elle est stabilisée. Mais qu'avons-nous appris de la technique de Léonard? Lorsqu'il peint la Joconde, Léonard a déjà abandonné la technique traditionnelle du tempera à base de jaune d'œuf. Il a vite adopté la nouvelle technique de peinture à l'huile de l'école flamande. Le fait de mélanger les pigments avec de l'huile, qui sèche beaucoup moins vite, permet de fondre les couleurs les unes dans les autres. Léonard vient de découvrir le sfumato. Sfumato, alors c'est un terme qui est un petit peu délicat d'usage. C'est un mot qui veut dire fumer. Ça procède de la volonté de dissoudre le contour des formes dans un flou, dans une ombre, rendre imperceptibles les passages. La technique du sfumato implique une superposition de fines couches de glacis. Mais la manière dont il les a appliquées sur le tableau, en rendant les fondus aussi imperceptibles et sans que l'on puisse déceler le moindre coup de pinceau, demeure toujours un mystère.
Certains spécialistes suggèrent qu'il pourrait avoir utilisé ses doigts pour estomper les contours. On ne l'a pas trouvé du tout sur la Joconde. Il semblerait, on a vraiment cherché, mais je crois qu'il avait atteint une perfection technique telle qu'il n'avait plus besoin de faire ce petit bidouillage final avec les doigts qu'il avait fait dans ses débuts. Quand on regarde la radio, on voit que les couches sont tellement fines que d'emblée, quand il commence son travail, il sait où il va aller, il sait que les choses vont être quasiment impalpables, bâties couche par couche, et qu'il n'aura pas besoin de ses doigts à la fin. Le plus impressionnant, c'est que toutes ces recherches permettent de voir des détails cachés depuis 500 ans. On parle de 330 millions de polygones. Par exemple, nous voyons clairement, grâce au modèle 3D, que la Mona Lisa n'est pas confortablement adossée sur sa chaise. Elle se dresse plutôt vers l'avant, comme si quelqu'un venait d'entrer dans la pièce et qu'elle était sur le point de se lever. C'est quelque chose qu'on voit clairement dans notre modèle, mais qu'on ne voit pas en regardant le tableau. On voit aussi qu'elle porte une ceinture autour de la taille et on aperçoit le contour d'un bonnet sous son voile. On le voit clairement. La Joconde a donc les cheveux retenus par un bonnet. Les spécialistes trouvaient étrange qu'une femme convenable pose en ayant les cheveux dénoués. Mais l'étude vestimentaire va produire une découverte encore plus étonnante. Pendant longtemps, on avait émis toutes sortes d'hypothèses sur l'identité du modèle, allant jusqu'à suggérer que c'était un homme qui avait servi d'inspiration à Léonard. Mais voilà que l'analyse par infrarouge montre que la robe de la Joconde est couverte d'un voile transparent. C'est une robe qu'on appelle le guarnello, qui, à Florence, est réservée aux jeunes enfants, aux femmes enceintes et aux femmes qui viennent d'accoucher. Donc de là, la proposition d'identifier ici un guarnello, avec des manches longues, dont une des manches serait roulée sur l'épaule pour découvrir le bras. L'autre manche, par contre, envelopperait complètement le modèle, et que la Joconde, donc, porterait cette fameuse robe d'accoucher. Lisa Gherardini, épouse de Francesco Giocondo, aurait mis au monde son deuxième enfant cette année-là. Ce serait bien elle, la dame Lisa, la Mona Lisa. Est-ce que cette naissance expliquerait aussi le fameux sourire de la Joconde? Pas nécessairement. Giocondo veut dire sourire, donc Mona Lisa del Giocondo, sourire. C'est pour ça aussi, peut-être, que Léonard a représenté ce personnage souriant.